Alors bonjour Président Schran. Bonjour David. Alors vous êtes à la fois président départemental de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, de la Fédération régionale des Hauts-de-France et de la Fédération nationale des chasseurs. L'échelon régional, c'est un échelon qui est mal connu. Son rôle a été renforcé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les fonctions de cette fédération régionale? L'échelon environnemental, voilà, l'écologie, la biodiversité, c'est devenu un échelon régional. Il fallait que les fédérations entrent dans cet échelon environnemental et à qui il fallait donner des compétences et surtout une marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir directement devenir l'interlocuteur de l'État. Ce qu'on a fait bien sûr dans cette loi de 2019, on a redonné réellement la puissance environnementale aux régions, aux fédérations régionales des chasseurs. En 2018, la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France a répondu à un appel à projet de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, soutenu également par la région des Hauts-de-France. Pourquoi vous avez choisi cette thématique des zones humides chassées et en quoi la chasse du gibier d'eau a une importance particulière en fait sur cette thématique? Alors d'abord parce que naturellement, nous sommes un des bastions de la chasse du gibier d'eau en France. Voilà, on ne peut pas parler des Hauts-de-France si on ne parle pas de gibier d'eau. On a d'ailleurs un nombre très important de huttes de chasse et on a un nombre très important également de zones humides préservées par le monde de la chasse. D'ailleurs, c'est notre richesse, c'est notre fierté. Si les chasseurs n'avaient pas été là dans ces régions, dans le fond, qui sont très urbanisées, où il y a eu beaucoup de construction, où le périurbain s'étend toujours et chaque jour un peu plus, si on n'avait pas eu les chasseurs pour préserver à travers leur passion ces zones humides, je crois qu'elles auraient disparu de cette région. Donc c'est à la fois une fierté et une évidence. Il fallait travailler sur ces zones humides. Ça va vous faire plaisir, on va aller dans le Pas-de-Calais pour démarrer ce voyage à travers les zones humides chassées. Excellent choix. Donc on va rejoindre Benjamin sur le terrain. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors cette étude zone humide chassée qui s'est déroulée dans le Pas-de-Calais, peux-tu me dire sur quel type de territoire vous êtes intervenu et leurs particularités? Oui, tout à fait. Donc en fait, dans le Pas-de-Calais, on a la particularité d'avoir fait l'étude sur deux zones distinctes, donc à la fois sur de l'eau douce et de l'eau salée. Donc on a choisi pour cela de faire l'étude en baie de Canche, en baie d'Authie et sur des marais arrière littoraux comme le marais de Balançan et les bas-champs de Saint-Josse et Villiers. Domaine public maritime, ça veut dire domaine public d'État, on peut quand même y chasser? Alors en fait ici, par exemple, ici vous êtes sur le site de la baie d'Authie Nord, à peu près 450 chasseurs et 22 huttes. Tous les 9 ans, l'association signe un bail de chasse avec l'État. C'est l'État qui est propriétaire du site et de ce fait, après, on a une charte de bonne pratique que les chasseurs doivent respecter au niveau des modes de gestion. Sur la partie la plus en aval de l'estuaire, vous avez la slick, les vasières, où là, ce sont des zones dépourvues de végétation ou alors avec des végétations pionnières parce que la marée recouvre 2 fois par jour cette zone. Et ensuite, en amont, vous avez les herbus, qu'on appelle les molières, où là, vous avez plus de végétation et la marée vient moins souvent. Alors les chasseurs, ils fauchent ou ils tondent autour de leur mare. Cela permet de voir apparaître des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Certains oiseaux s'en servent comme reposoir à marée haute. Quel impact peut avoir la chasse en fait sur les espèces et sur les habitats de ce domaine public maritime? La chasse a forcément un impact sur les espèces et les habitats de par la gestion des habitats. Là, comme on le verra tout à l'heure sur certaines mares de hutte, on montrera des plantes extrêmement rares. Et par contre, vous voyez aujourd'hui, par exemple, en baie d'Authie, 450 adhérents, vous voyez, il n'y a pas un chasseur. C'est pas parce que la chasse est ouverte qu'il y a un dérangement permanent sur toute la zone et qu'il n'y a pas un oiseau. Au niveau de l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, on a posé des balises GPS qui nous permettent de repérer à distance les oiseaux. Et on a des oiseaux qui fréquentent la baie de Canche qu'en période de chasse justement. Donc là on a le cas par exemple pour un courlis cendré qui passe 9 mois de l'année, en gros du mois de juillet jusqu'au mois d'avril en baie de Canche pour se nourrir, se reposer, etc. Et repart seulement de la baie de Canche pour se reproduire en Russie. Et il revient chaque année à la même date, au même endroit, en baie de Canche. Pourtant, il y a bien d'autres activités. Il y a aussi l'aérodrome à côté, les courses hippiques, le centre nautique, les sorties bateaux, les pêcheurs, les chasseurs, les promeneurs. Et pourtant, le courlis revient au même endroit chaque année. On a les oiseaux en fait à marée haute qui viennent souvent se mettre ici sur ces zones rases pour avoir une bonne visibilité et attendre que la marée haute descende pour aller retourner ensuite sur les vasières pour se nourrir. Donc c'est vraiment des zones de repos pour les oiseaux. Donc on peut avoir des espèces comme
des hérons, des aigrettes, parmi des ardéidés, mais aussi toute la famille des limicoles, hein. Aussi bien des chevaliers gambettes, des avossettes, des échasses, etc. Alors Benjamin, on vient de parler des oiseaux. Tu m'as dit tout à l'heure que les chasseurs entretenaient le tour de leur mare. Peux-tu me dire si ça a une importance particulière par rapport aux espèces floristiques que tu peux y trouver? Au bord de cette mare, vous pouvez voir par exemple des espèces comme le troscar maritime, le glos maritime et la spergulaire marine, qui sont toutes rares, très rares, voire exceptionnelles dans la région. Et sans cette fauche, à 2 pas de là, vous verrez, c'est une végétation monospécifique composée essentiellement de chien-dent littoral qui envahit tout le milieu. Sur la baie d'Authie, Benjamin, est-ce qu'on peut parler de biodiversité jardinée par les chasseurs? Non, parce que ici, en fait, les chasseurs entretiennent des petites surfaces. Mais par contre, je t'invite à rejoindre Romain au Marais de Balançon, où là, c'est un site qui est 100% entretenu. Alors merci Benjamin pour toutes ces précieuses informations. On va essayer de trouver Romain qui ne doit pas être très loin d'ici. Merci beaucoup David, allez à bientôt. Bonjour Romain, aurais-tu 2 petites minutes à nous consacrer s'il te plaît? Désolé, j'ai vraiment pas le temps. Non, parce que là je suis avec Willy Schran, j'ai vraiment besoin de toi, faut que tu interviennes. Bonjour à tous, excusez-moi. Et qu'est-ce que tu fais là? Bah là, je suis en train d'inventorier la bordure d'une mare. Je viens de trouver une espèce invasive à l'échelle régionale, juste à côté justement d'une espèce carnivore aquatique, qui est l'utriculaire commune. Et l'espèce exotique envahissante risque de poser problème à l'avenir, quoi. Alors Romain, tu peux nous dire où tu nous as emmenés? Enfin, on est à Merlimont, plus exactement au marais de Balançon, qui est un marais, un site Natura 2000, plus particulièrement une ZPS, donc une zone de protection spéciale. Alors c'est un marais tourbeux, les mares ont été créées pour exploiter la tourbe. Actuellement on a 150 mares, qui sont des mares destinées qu'à la chasse. Alors ici on y chasse principalement le gibier d'eau, puisque c'est un marais, mais aussi la chasse des bécassines, la bécassine des marais, la bécassine sourde, au sein des platières qui sont des zones aménagées, des zones prairiales aménagées uniquement pour cette espèce. Donc la gestion est particulière sur ces zones pour accueillir cette espèce. Ce site chassé, il est intéressant pour la biodiversité? On y trouve une diversité de milieux remarquable, ce qui fait la spécificité du marais de Balançon. On a aussi bien des milieux boisés humides que des roselières, du bas marais qui est plutôt des zones prairiales humides, des milieux aquatiques aussi très intéressants qui peuvent accueillir une faune et une flore très riches, notamment au niveau des oiseaux. On a des espèces nicheuses très remarquables comme la vossette élégante, l'échasse blanche, le milouin, la sarcelle d'été. Et pour la flore, on a une espèce protégée au niveau national qui est la grande douve. C'est une grande renoncule à fleurs jaunes. Alors Romain, moi je suis pas un grand spécialiste de la flore. Tu peux nous dire quelles sont les espèces intéressantes sur le site? Ici c'est la crassule de Helms, espèce exotique envahissante. Il n'y en avait pas il y a 2 ans, ça craint. Ici on a la grande douve qui est une protégée au niveau national. Avec toutes ces plantes protégées, ça pose pas un petit problème d'entretien par rapport à la réglementation? Donc en effet la réglementation peut être un frein à la gestion des milieux sur le marais de Balançon. Idéalement les milieux prairiaux doivent être fauchés, mais les matériaux exportés également pour éviter d'enrichir les milieux. Il y a quelques années on nous a interdit sur le marais de Balançon l'usage du feu pour éliminer le surplus de végétation. Aujourd'hui c'est plus possible. Le fait d'exporter ça coûte vraiment très cher aux propriétaires. Le fait de brûler ça évite d'enrichir les milieux en les laissant sur place et ça permet le développement d'une flore très particulière sur ces types d'habitats. Sur le marais de Balançon on peut prendre l'exemple de l'orchis des marais, qui est une espèce qui est présente uniquement sur le marais de Balançon en région. Sans l'usage du feu sur le marais, cette espèce serait probablement disparue. C'est quoi la solution alternative pour le chasseur? On envisage de travailler avec des races locales qui sont plus adaptées sur ce type de milieu que des engins lourds
qui risquerait d'abîmer les sols et donc les espèces en présence. Alors nous voilà sur un autre marais, chassé également. Ici on peut y voir qu'il y a une partie qui a été fauchée par notre nouvel outil qui s'appelle le Rapide, financé par l'agence de l'eau et la région. Donc le fait d'avoir fauché ici, ça permet de garder le milieu plus ouvert, qui permet le développement d'espèces plutôt pionnières, prairiales, contrairement à la zone de roselière qui va être moins riche, d'importance aussi, mais moins riche en termes de biodiversité. Je prends par exemple aussi l'exemple des odonates. Les odonates vont pouvoir ici s'y reproduire dans les zones plus rases où on voit des sirpes des marais pousser, contrairement aux espaces de roselière. On va donc quitter Romain et le Pas-de-Calais. On va découvrir un autre département qui a participé à cette étude zone humide chassée. On va rejoindre Justine Lebray qui est chargée de mission à la Fédération départementale des chasseurs de la Somme, qui nous emmène justement en vallée de la Somme. Bonjour Justine, alors on est où exactement? Alors aujourd'hui on est à La Chaussée-Tirancourt, donc en plein milieu de la vallée de la Somme. Donc en soi on est à peu près à 30 km d'Abbeville et une petite dizaine de kilomètres d'Amiens. On est sur un site de 6 hectares pour l'étude, donc avec une mare de huttes entourée de mégaforbiers et d'une pâture humide. Donc ce site en fait est compris dans le périmètre Ramsar, donc des marais et tourbières des vallées de la Somme et de l'Avre, et elle est aussi comprise en Zico et en Znief. Alors la vallée de la Somme est connue en fait pour être un site d'extraction de tourbières donc en usage passé, mais sur ce site-là en fait il y avait un petit fossé avec une petite mare et en fait il y a eu un agrandissement pour créer cette mare de huttes. Donc c'est un creusement. Il y a une source en amont, donc on peut voir d'ailleurs le filet un peu qui traverse la mare. Après il y a un contre-fossé qui longe en fait jusqu'à Piquigny et qui se rejette dans le canal de la Somme. Alors Justine, tu nous expliques qu'on est sur le périmètre Ramsar de la vallée de la Somme. On est donc dans une réserve naturelle ou on est sur une propriété privée? Alors c'est un propriétaire privé et qui gère aussi tout ce qui est entretien. Et il y a de la chasse au gibier d'eau, donc aux migrateurs, à la volée puis à la hutte. On est sur un site qui est assez eutrophe, donc ça veut dire qui est chargé en nutriments. Donc c'est vrai que majoritairement on reste quand même sur des espèces bécassines, donc notamment au niveau des platières comme on dit qui aiment la tourbe, etc. On est entouré aussi de boisements, on a pas mal de petits passereaux, quoi. Au niveau des ardéidés, on peut trouver du héron cendré et aussi de l'aigrette, donc aigrette garzette, grande aigrette. Sur l'ensemble des sites on a fait des suivis flore, en faune on a fait avifaune, odonates, donc libellules, donc notamment on a trouvé l'Erythroma lindoni, donc qui est en fait la naïade aux yeux bleus, qu'on trouve pas grandement, il n'y a pas beaucoup de mentions dans la Somme sur cette espèce. Et après on a fait aussi des suivis amphibiens, donc là ici pour le moment on n'est que sur de la grenouille verte, mais à voir après les travaux ce qu'on pourra trouver. Et tu peux me dire comment ce site est entretenu alors? Alors à l'heure actuelle sur le site on est majoritairement sur de la fauche. Juste derrière nous on a une mégaforbier, donc il y a des layons en fait qui sont fauchés chaque année. C'est dans ces endroits-là qu'on trouve la flore patrimoniale sur ce site. Et donc le but c'est de continuer cette fauche, mais ce qu'on pourrait faire aussi c'est de mettre toute cette zone en pâturage pour faire évoluer la végétation en fait et avoir des végétations plus intéressantes, plus rares et menacées. On retrouve le Lychnis fleur de coucou, le pigamon jaune et aussi le jonc subnoduleux. Comme en fait on se situe à côté de zones en culture, en fait il y a pas mal de nitrates en fait, donc ce qui fait qu'on a un fort développement d'algues filamenteuses, mais on trouve entre autres aussi un peu de calitriche et puis des pieds de Potamut berchtold, qui est une espèce de valeur pâte aussi. Suite à l'étude, tu souhaiterais faire quel type de travaux avec ce gestionnaire? Alors là, avec le gestionnaire, ce qu'on aimerait faire, c'est curer la mare, justement pour essayer de retirer un peu ce côté très eutrophe, et notamment pour permettre aux herbiers aquatiques de coloniser, des meilleurs herbiers aquatiques en soi que les algues. Les berges sont assez abruptes comme on peut le voir, donc on aimerait aussi faire un reprofilage. Pourquoi pas mettre des plantes un peu bioaccumulatrices comme le phragmite pour justement prendre les sels nutritifs de nitrate et après de ce fait-là faucher les roseaux chaque année, les exporter aussi de la zone pour essayer de réduire un peu le côté
très eutrophes du site, quoi. Donc c'est vrai que ça va permettre d'avoir des herbiers aquatiques beaucoup plus intéressants, notamment au niveau des graines pour les canards de l'hiver, mais tout ce qui est pente douce, etc., ça va aussi jouer un gros rôle au niveau des amphibiens et des zoodonates. On peut imaginer donc que ce site, s'il n'y avait pas d'activité humaine, il serait en train de se refermer. Alors clairement, on sait que s'il n'y avait pas d'activité synégétique sur le site, déjà les espèces de valeur patte, on les aurait pas. Et puis le site se serait totalement renfermé. Il y a une fermeture des milieux dès que les milieux humides ne sont pas entretenus. Sur des milieux qui sont, comme je l'ai dit, assez eutrophes, avec un peu d'aménagement, etc., on peut passer sur des sols méso-eutrophes, et où là on peut avoir des végétations qui sont très intéressantes au niveau patrimonial, quoi. Alors merci Justine pour toutes ces informations. Tu nous as parlé d'amphibiens, notamment de grenouilles vertes. Je sais qu'avec Aurélie, vous avez travaillé sur des inventaires sur un autre site. Est-ce que tu sais où je pourrais la trouver? Alors on va pouvoir aller retrouver Aurélie en fait à Fort-Mahon, donc pas loin au niveau de la baie d'Authie, où là on retrouve pas mal d'espèces, que ce soit au niveau des batraciens mais aussi des tritons. Justine, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. On quitte donc la vallée de la Somme pour retourner en baie d'Authie, où on va rejoindre Aurélie Taureau, qui est chargée de mission à la Fédération des chasseurs de la Somme. Bonjour Aurélie. Bonjour David. Alors aujourd'hui nous sommes à Fort-Mahon, plage, sur un site juste au bord de la baie, à 5 km à peu près de la limite avec le Pas-de-Calais. Ce site représente environ 26 hectares avec différents milieux. Nous avons un milieu boisé et le reste se compose de platières et de roselières et la mare de hutte. Alors cette zone est vraiment classée à plusieurs niveaux. Nous avons le classement Ramsar, le périmètre Natura 2000, les zones inscrites de SNIEF 1 et 2 et le ZNC. Nous sommes sur une zone chassée, donc on chasse le gibier d'eau migrateur ici à la hutte, et après tout ce qui est derrière nous au niveau boisement, nous avons la chasse au grand gibier, donc chevreuil et sanglier, et puis le faisan et la bécasse. Alors c'est une chasse privée, c'est un président de société de chasse qui gère cette chasse, et avec un garde particulier également. Alors l'entretien sont les chasseurs aussi bien du gibier d'eau que dans la partie boisée, et le garde de chasse. Aurélie, quel type d'inventaire vous avez réalisé sur ce site? Alors nous avons fait les inventaires avifaune, nous avons fait aussi des inventaires odonates et rhopalocères, et après tout ce qui est les inventaires flore en partenariat avec le Conservatoire botanique de Bailleul. Alors le site est super riche au niveau amphibien, notamment par la différence des milieux. Nous avons pu trouver ici dans la mare de chasse des larves de tritons. Et après tout ce qui est platière, plus après le milieu boisé, des crapauds calamites, crapauds communs, rainettes vertes également, et des tritons ponctués dans des souilles à sanglier. Donc nous avons pu trouver sur le site le Sympritrum strié, l'agrillon nain, l'agrillon mignon, et également le leste sauvage, qui sont des espèces rares et menacées en Picardie. Alors sur 112 espèces recensées sur le site, 52 sont de valeur patrimoniale de par leur statut. Nous avons pu trouver la linaigrette à feuilles étroites. Nous avons pu trouver également l'orchis négligé et l'orchis incarnat. Nous avons pu travailler sur la gestion de la fauche, qui est du coup le maillon pour permettre d'avoir une expression de la flore assez intéressante. Du coup, nous avons pu travailler sur le type de fauchage, donc exporté du coup par un agriculteur ici qui fait une fauche une fois par an au mois d'août, ce qui a permis de développer pas mal d'espèces ici sur le site. Alors les prochains projets, ça serait le curage de la mare en priorité, l'arasement des merlons de curage sur le bord de la mare. Ensuite, ça serait un déboisement partiel autour de la mare pour garder ce côté ouvert de bas marais. Et après également d'ouvrir quelques dépressions au niveau du bois pour permettre une connexion entre le milieu humide et le côté boisé pour rendre le site plus attractif pour les amphibiens. Aurélie, peux-tu m'expliquer comment vous avez fait évoluer cette gestion de territoire avec les chasseurs? Pour travailler notamment sur la gestion des territoires, on a contacté des professionnels pour mettre en avant leurs machines adaptées aux zones humides. Et nous avons fait le lien justement avec les gestionnaires sur une journée de démonstration située à Sancourt pour montrer aux propriétaires et aux gestionnaires des territoires de zones humides différents matériels qui peuvent être adaptés à leur mode de gestion pour pouvoir améliorer notamment l'entretien des milieux. Alors merci Aurélie pour toutes ces informations et à très bientôt, salut! Merci! Alors on quitte Aurélie et la baie d'Authie,
On va retrouver Julien qui se trouve beaucoup plus au nord. Bonjour Julien, aurais-tu un petit instant à nous consacrer pour nous parler de cette étude zone humide chassée? Oui, attends David, je place la forme et je suis à toi. Alors bonjour David, on se situe sur la commune d'Anscott, donc sur un site qui appartient à la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage. Donc c'est un organisme qui acquiert des sites et qui vise à préserver la biodiversité. Et donc c'est la Fédération des chasseurs du Nord qui en est le principal gestionnaire. Tu m'expliques que c'est un site acheté par la Fondation, c'est donc une réserve? Absolument pas David, c'est un site qui est chassé. On y chasse principalement le gibier d'eau, donc la chasse de nuit. Le cortège des anatidés, donc les canards, les oies et également des limicoles. Julien, dis-moi, cette étude zone humide chassée, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Cette étude nous a permis de faire un état des lieux en fait, des espèces présentes sur le site et puis de définir à travers un plan de gestion des mesures de gestion et puis des objectifs de restauration donc sur la zone humide mais également sur la partie prairiale. Bon, on a un cortège très intéressant en période de nidification donc, qui vise les anatidés. Donc on a de la sarcelle d'été, du canard souché. On a également des oiseaux plutôt polydicoles, donc on retrouve dans les roselières, donc tels que la gorge bleue, le bruyant des roseaux, le phragmite des joncs. Et au niveau de la prairie, donc historiquement, elle accueillait la barge à queue noire. C'est une espèce qui niche quasiment plus, voire même plus dans le département du Nord. Il y a eu des amphibiens qui ont été inventoriés, donc on a 3 espèces sur le site, donc c'est plutôt pas mal pour un site de petite taille. On a également des odonates, donc des libellules et des demoiselles. On a également des rhopalocères qui ont été inventoriés sur le site. Et puis on a le cortège plutôt floristique. Alors on a 2 espèces protégées sur ce site, on a la peste d'eau et puis le jon en ombelle. Alors suite à tous ces inventaires, quel type de travaux vous avez menés? Donc la plus grosse partie c'était sur la prairie. Donc ça consistait en un étrépage de 25 cm environ de la première couche du sol pour vraiment retrouver ce caractère humide et faire profiter les limicoles. Ensuite, nous avons reprofilé l'ensemble des berges pour retrouver des berges en pente douce et pour favoriser justement l'accueil des amphibiens, des odonates. Nous avons également restauré une mare et enfin nous avons mis une clôture donc, à destination du pâturage. Alors je vous propose de retrouver Hélène Darcy, qui est chargée de mission à la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour Hélène. Bien bonjour David. Alors Hélène, peux-tu te présenter et quel est ton rôle au sein de cette Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France? Eh bien moi au sein de la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France, donc je suis chargée de mission et j'ai entre autres effectué donc en 2018 inventaire faune flore habitat sur ce site. D'accord, alors on est où exactement? Parce que je vois que c'est très plat tout autour de toi. Donc on se situe sur le département du Nord, sur la commune de Warem. Et ce qui explique un petit peu ce secteur un petit peu plat, c'est qu'on s'intègre dans une znief de type 1 qui s'appelle les Petites Moères d'Anscott, donc un secteur qui fait environ 160 hectares et qui a la particularité d'être situé en dessous du niveau de la mer, ce qui explique en général le niveau d'eau qui est toujours assez conséquent sur le site. Dis-moi, Anscott, Warem, mais ça c'est des noms qui parlent aux chasseurs de gibier d'eau ça? Oui, bah effectivement, au niveau du département du Nord, on se situe un petit peu dans le secteur de prédilection et dans le berceau de la chasse au gibier d'eau. Alors sur ce site magnifique, qu'est-ce qu'on y chasse particulièrement? En chasse de gibier d'eau, donc on peut prélever à la fois des anatidés, donc un cortège assez diversifié de canards, ou plutôt des canards de surface, canards siffleurs, canards souchés, sarcelles d'hiver entre autres. On chasse également le limicole et aussi la bécassine des marais avec des platières qui peuvent être présentes à proximité. Historiquement, Hélène, ces marques, comment elles ont été créées, comment elles sont apparues? Donc au niveau du site, donc on a une marque qui est naturelle, qui a fait l'objet de petites transformations donc de manière humaine pour agrandir un petit peu le plan d'eau et réaménager les berges en pente douce. Donc à la base, je suppose qu'on était plutôt sur des prairies inondées. À la base, plutôt prairie humide, oui, effectivement. Au niveau entretien effectué par le propriétaire, on a de la fauche tardive exportatrice qui est réalisée en totalité sur le site. D'accord. Alors c'est quoi l'intérêt d'une fauche exportatrice en termes d'entretien? Le fait de réaliser une fauche exportatrice, donc déjà le fait qu'elle soit tardive, on n'ennuie pas, on va dire, le cortège qui est présent en période estivale, en période printanière, lors des périodes de nidification. Et on évite aussi l'enrichissement du milieu, le fait d'exporter la matière. Alors Hélène, dis-moi, peux-tu me dire... Ah, attends, on va laisser passer les signes. Ok. Alors, peux-tu me dire quelles espèces patrimoniales ou rares
on a pu trouver sur ce site? Le grand intérêt de la marque, c'est qu'on a des berges en fait en pente douce, ce qui va permettre un développement de la strate herbacée assez diversifié, avec à la fois des plantes qui vont se retrouver au niveau des berges, à l'exemple des carex ou des joncs, des plantes qui vont être plutôt, on va dire, semi-aquatiques comme les iris, et d'autres plantes qui par contre elles vont être complètement submergées, à l'exemple du myriophylle. Et ce qui va permettre aussi derrière la présence d'un cortège d'odonates assez diversifié, avec sur une parcelle, sur un site en fait qui fait environ 6 hectares, on a recensé 17 espèces d'odonates. Donc ce qui est plutôt intéressant au vu d'un site qui est pas relativement important en termes de surface. On n'a pas que des espèces en fait chassables qui sont présentes sur le site. Si on prend les espèces ici qui sont nicheuses, on a des espèces protégées, comme par exemple la Vaucette élégante, les chasses blanches, qui bénéficient en fait de la gestion qui est mise en place sur le site. Alors Hélène, tout à l'heure quand je t'ai interpellé, tu étais en train de faire un prélèvement d'eau. Tu peux m'expliquer pourquoi? On rencontre une petite difficulté en fait sur le site, malgré une gestion qui est mise en place de manière très optimale, c'est que le plan d'eau souffre d'eutrophisation. Donc en fait on a un apport d'algues filamenteuses qui est assez conséquent sur la zone. Donc nous on aimerait vraiment diagnostiquer le problème en effectuant des analyses d'eau pour voir un petit peu le taux d'oxygénation et voir aussi les mousses en fait, quelles sont les espèces présentes. Alors Hélène, ce projet analyse d'eau, il était à l'origine dans le projet zone humide chassée? Donc c'est un projet qui a tourné un petit peu en parallèle avec la mise en place en fait, d'un questionnaire et qui était censé recenser un petit peu les problématiques de gestion que le propriétaire rencontrait. Et entre autres, on s'est rendu compte que ce phénomène d'eutrophisation, donc en fait la présence de mousse et d'algues filamenteuses dans les plans d'eau, était quand même assez fréquente. Donc ce côté eutrophisation, est-ce que c'est la Fédération régionale des chasseurs qui l'a mené ou vous avez pu trouver d'autres partenaires? Au niveau technique, on ne dispose pas effectivement de l'ensemble des compétences pour pouvoir effectuer les analyses d'eau. Donc ce qui fait qu'on s'est rapproché d'un laboratoire qui est couplé à une université, donc l'université du littoral Côte d'Opale. Donc nous on réalise en fait la récolte des données via des prélèvements d'eau effectués sur l'ensemble des plans d'eau qui ont été retenus dans le cadre de l'étude zone humide. On dépose en fait les prélèvements au laboratoire qui lui derrière effectue les analyses. Donc analyse entre autres de sels nutritifs, donc ils essaient d'évaluer la part de nitrate et de phosphate présente dans les mares. Ce qui a été un petit peu, entre guillemets, un petit peu frustrant au niveau de cette étude zone humide, c'est que la source, malheureusement, l'origine du problème est beaucoup plus large. Ce qui fait que nous, agir localement sur les zones humides, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait pouvoir intervenir au niveau du bassin versant. L'université du littoral Côte d'Opale a la particularité en général d'intervenir sur du milieu plutôt marin, moins sur les milieux terrestres, et donc ils ont été relativement surpris au vu de la diversité d'espèces et entre autres de cyanobactéries qui étaient présentes dans les mares chassées. Bonjour Dorothée. Bonjour. Hélène m'a conseillé de venir vous voir. Pouvez-vous vous présenter ainsi que le rôle de l'université du littoral et de la Côte d'Opale? Alors, je m'appelle Dorothée Dewal, je travaille au centre commun de mesure de l'université du littoral Côte d'Opale. Sachant qu'à Boulogne, il y a aussi une station marine qui a participé au projet avec le soutien d'Elsa Breton. Tout à l'heure, Hélène nous a confié des échantillons d'eau à vous transmettre. Pouvez-vous me dire quel type d'analyse vous avez réalisé? Donc, il y a eu 22 mares qui ont été investiguées dans tous les Hauts-de-France. Sur les 22 mares, les résultats de mesure nitrite, nitrate, phosphate, azole GLDAL et phosphore total, donc qui étaient vraiment les éléments qui nous intéressaient le plus, ont montré que globalement la qualité des 22 mares était plutôt relativement dégradée. Il y a eu une seule mare dont la qualité était excellente, mais elle montrait soit des excès en composés azotés, soit des excès en phosphate. Alors, est-ce qu'on peut déjà déterminer d'où viennent ces excès azotés? Alors, principalement de l'activité humaine, notamment de l'agriculture, mais pas que. Excès d'engrais, par exemple, qui vont s'infiltrer dans le sol et avec les précipitations vont migrer vers les mares. Alors il y a eu, au travers de l'exploitation des résultats d'études, des préconisations qui ont été faites, ça dépend de la situation de chacune. Une des solutions qui est proposée, c'est de végétaliser les abords des mares pour pomper les excès de nutriments dans les sols qui sont alentours. Donc végétaliser les bords de mare, les entretenir bien évidemment, pour pomper l'excès qui est présent dans l'eau ou dans les sols autour de la mare en fait. Ce qui va arriver dans la mare sera un peu plus pauvre, ce qui va limiter les développements d'algues et de bactéries ou de lentilles d'eau, etc. Dans la mare en elle-même. Merci Dorothée pour toutes ces informations. J'espère qu'on pourra de nouveau travailler ensemble sur d'autres projets. Mais ce sera avec plaisir.
Après ce passage en laboratoire, je vous propose de reprendre la route et de retrouver Nicolas Pangol qui nous emmène dans un autre département, le département de l'Aisne. Alors en effet, on est dans le département de l'Aisne, on est à côté de la ville de Saint-Quentin, sur la commune de Châtillon-sur-Oise, sur un site privé. Donc c'est un propriétaire privé qui chasse sur le site. Alors on est sur un ancien plan d'eau de Ballastière. Donc historiquement, c'était une zone de pâture qui a été exploitée dans les années 70 pour extraire des cailloux. Suite à l'extraction, il y a une mise en eau de la zone. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un plan d'eau d'une vingtaine d'hectares qui est accolé à la rivière Oise. Et d'ailleurs, l'Oise communique avec le plan d'eau. En période hivernale, lorsqu'on a les crues de l'Oise, on peut avoir une hauteur d'eau très importante. On peut gagner jusqu'à 1 mètre de hauteur d'eau facilement. Et à contrario, lorsqu'on est sur l'étiage de la rivière, c'est pareil, le niveau du plan d'eau diminue. Une véritable corrélation entre le plan d'eau et la rivière. Nicolas, on est sur une zone humide chassée. On y chasse quoi, tout simplement? On chasse essentiellement les oiseaux d'eau sur ce site. On pratique la chasse à la hutte. Donc une chasse qui se fait essentiellement de nuit. On a une installation de hutte qui est située là-bas devant nous. Alors on chasse essentiellement les canards et les oies. L'Oise est une vallée qui est orientée nord-est. On est sur un axe de migration intérieure majeur. Donc on a énormément de passages lors de la migration. Donc avec l'ensemble des plans d'eau de Ballastière qui sont sur la vallée, on a de belles concentrations de plongeurs, donc de fluviules morillons, milouins. Également aussi des canards de surface, du canard colvert au canard souchet en passant par la sarcelle d'hiver. Alors on trouve également sur le site beaucoup de limicoles. En espèces non chassables, par exemple, on a des espèces assez emblématiques comme la vaucette élégante, le petit gravelot, le grand gravelot, les chasses blanches, voilà, qui fréquentent le site de manière assidue en période de reproduction, où ils sont reproducteurs avérés sur le site. On est sur un site qui a une particularité qui suit les variations du niveau de l'Oise. Et la baisse du niveau de l'Oise au début du printemps jusqu'à l'été entraîne le découvrement de grandes plages de vases exondés qui constituent des zones d'alimentation et de nidification très favorables pour ces oiseaux. Alors, on peut imaginer que cette baisse et cette hausse de niveau d'eau déterminent à la fois les modes et les périodes de gestion, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc l'entretien se fait ici en dehors des périodes de nidification pour pas déranger la faune. Le propriétaire est dépendant des niveaux de l'Oise. Forcément, si les niveaux sont hauts, l'entretien n'est pas possible parce que c'est inaccessible par la présence d'eau. La période idéale d'entretien se fait à partir de fin juillet où on a un milieu qui a bien ressuyé, qui est plutôt sec et assez propice à engager les opérations d'entretien. Je crois savoir également que vous avez découvert des espèces très intéressantes sur le site. Alors dans le cadre du diagnostic faunistique et floristique, ça nous a permis de découvrir de nombreuses espèces, notamment une qui est assez emblématique pour ce site, qui est le cirpe à tête d'épingle, qui est présent là, juste à côté de nous. C'est une espèce où on a des données sur la partie amont de la vallée, donc sur la forêt de Saint-Michel, avec des petites stations, c'était vraiment quelques mètres carrés. Et les prospections là, nous ont permis ici de trouver un foyer plus important, une station plus importante, quelques dizaines de mètres carrés, environ 50 mètres carrés, qui était plutôt répartie de manière assez éparse. Voilà, pas de grosses stations très denses. Donc c'est vraiment une richesse pour ce site. C'est la plus grande concentration dans le département en termes de pieds. Alors c'est une espèce qui est rare, protégée et classée et patrimoniale. Les aménagements qui ont été réalisés pour la favoriser, c'est des opérations d'étrépage, c'est-à-dire de rajeunir le milieu, remettre des couches de terre anciennes à nu, qui seraient plus connectées avec le niveau d'eau et qui sont ensuite favorables au développement de l'espèce. On a également le souchet brun, donc pareil, qui est une espèce des vases exondés, qui apparaît à la fin de l'été essentiellement. Donc pareil, qui est une espèce patrimoniale, qui est assez rare en Picardie.
Nicolas, j'ai cru comprendre que vous aviez réalisé un aménagement plutôt original pour des chasseurs, puisqu'il est à destination des poissons. Oui, tout à fait. Le loisir chasse a permis de développer le potentiel piscicole du secteur. On avait des zones basses qui s'inondaient au printemps, mais pas de manière suffisante et qui baissaient trop vite. L'idée a été de réaménager ces zones-là, de les repenser, de travailler sur les niveaux pour faire en sorte d'accueillir de manière favorable les poissons lors de la période de reproduction, mais aussi une fois que les œufs ont éclos. On a le brochet qui est l'espèce repère de la rivière Oise. Sa période de reproduction qui est au début du printemps, en mars, recherche des zones calmes à l'abri du courant pour accomplir son cycle de reproduction. De fait, on a cherché ici à développer des zones propices à l'accueillir pour lui effectuer son cycle de reproduction. On a aussi réalisé des adoucissements de pente, donc pour avoir une connexion parfaite entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. On est sur une zone où on a beaucoup de nidification sur des zones d'îlots. On a aussi recherché à créer de manière artificielle entre guillemets, ces zones en constituant des îlots de nidification et avec des systèmes d'eau situés entre les îles et la terre ferme avec une faible profondeur qui constituent également des zones d'alimentation pour les oiseaux d'eau. Alors les oiseaux qui nichent, ce sont les avocettes, les petits gravelots, les échasses blanches. On a aussi du stationnement en migration prénuptiale, par exemple de barjac noir. On peut avoir on a pas mal de vanneaux huppés, beaucoup de chevaliers, des gambettes, des culs blancs. Nicolas, je vois que derrière toi, il y a des peupliers. Est-ce que cette populiculture a été un frein par rapport à vos aménagements ? Oui, alors le peuplier sur la vallée de l'Oise est très implanté. C'est un point de blocage lorsqu'on souhaite restaurer des milieux ouverts. On est confronté au code forestier ou lorsqu'on a des boisements qui sont supérieurs à 30 ans et d'une superficie supérieure à 4 hectares, on rentre dans ce qu'on appelle la procédure de défrichement. Si le bois a été exploité, on est censé replanter ce qui est à la surface qui a été enlevé. Toute la contradiction, aujourd'hui, on a des espèces protégées qui sont apparues et si jamais on doit reboiser certaines zones, cette espèce va disparaître puisqu'elle va être coupée de la lumière, il va y avoir une accumulation de feuilles sur les stations. Les deux ne sont pas compatibles. Nicolas, comme de nombreux départements, vous êtes confronté à la présence d'espèces exotiques envahissantes. Peux-tu m'en dire un petit peu plus ? Oui, alors sur la vallée de l'Oise, on est confronté à une problématique qui est le ragondin, donc qui est une espèce très présente sur la rivière, sur l'ensemble des plans d'eau qui jouxtent la rivière. On a des populations très importantes. On a une pression de piégeage qui est mise mais qui n'est pas suffisante vu la densité de population qu'on a sur le département. On commence aussi à avoir des populations de ratons laveurs qui remontent par la vallée et qui s'implantent sur les massifs forestiers humides qui sont situés à proximité. Le raton laveur, c'est une espèce qui est considérée comme ésode, donc espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc on est sur une espèce omnivore qui cause des problématiques au niveau de la nidification des oiseaux par exemple, aussi des attentes sur les cultures, des dégâts chez les particuliers, sur les poulaillers, des choses comme ça. Il a été ramené lors de la Seconde Guerre mondiale, puis quelques décennies maintenant, son aire géographique tend à s'accroître dans le département et aussi sur les autres départements limitrophes à l'Aisne. Alors on quitte Nicolas et le département de l'Aisne pour terminer ce tour des Hauts-de-France pour rejoindre Mallory. Bonjour Mallory. Bonjour David. Alors Mallory, peux-tu me dire où se termine notre aventure ? Ici, donc, on est sur le département de l'Oise, plus exactement sur la moyenne vallée de l'Oise, sur la petite commune de Babeuf. Dans le cadre du projet Oiseau, on travaille sur cette mare pour de la restauration de zones humides. On travaille exclusivement avec des propriétaires privés, donc des chasseurs. La moyenne vallée de l'Oise est très intéressante quand l'Oise déborde et donc quand toute la vallée est inondée, et c'est là où on a le plus de canards.
En dehors de ces périodes d'inondation, on a peu d'oiseaux. Mais quand c'est inondé, en fait, c'est très favorable pour tout ce qui est canard. Et on a différents types de mares, donc des mares peu profondes, des mares plus profondes, notamment des gravières. Donc en fait, on peut retrouver tout le cortège de canards. Après, on a aussi des espèces protégées, que ce soit en faune ou en flore. Par exemple, sur cette mare, on a une centaine d'espèces de flore, donc de végétation, et sur cette centaine d'espèces, on en a pratiquement 20 qui sont patrimoniales. Pour les amphibiens, on a à peu près retrouvé 11 espèces d'amphibiens, et sur ces 11 espèces, on en a 3 qui sont patrimoniales, la rainette verte, le triton crêté et le pélodite ponctué. Donc voilà, c'est une mare très très intéressante. Alors Mallory, tu m'as parlé du programme Oiseaux. Par rapport aux 4 autres départements que nous avons déjà vus, c'est quoi la différence ? Donc déjà le projet Oiseaux, nous on est financé par l'agence de l'eau Seine-Normandie et pas Artois-Picardie, donc c'est déjà une différence. Ensuite notre projet Oiseaux, en fait, on est basé sur du multipartenaire. À chaque fois, on travaille avec nos partenaires. On peut avoir les conservatoires, comme le Conservatoire botanique de Bailleul, le Conservatoire d'espaces naturels, la DDT, la DREAL. Avec l'expansion du projet, on a de nouveaux partenaires, comme le PNR, les syndicats mixtes. Donc voilà, on travaille tout le temps avec nos partenaires. Peux-tu me préciser, c'est quoi les avantages d'avoir plusieurs partenaires autour de la table ? En fait, l'avantage de consulter tous ces partenaires en amont, c'est que quand on va créer des projets, quand on va faire des travaux par exemple, nos partenaires seront déjà au courant, donc nos dossiers passeront plus facilement. Là par exemple, sur cette mare, on doit faire un curage. On a déjà fait une partie du curage, on doit effectuer la deuxième partie. Sauf que notre deuxième partie du curage, à l'endroit où il doit être fait, on a des espèces protégées, donc Scium latifolium, la grande berle. Donc on doit faire une dérogation d'espèces protégées. Sauf qu'avant de faire la dérogation, donc on a parlé au comité technique avec nos différents partenaires, dont la DDT et le Conservatoire botanique de Bailleul. On a travaillé avec le Conservatoire botanique de Bailleul pour savoir quoi faire. Donc là notamment, on va faire un déplacement de pieds et on va faire une récolte de semences. À la DDT, ils étaient déjà au courant, donc notre dossier est passé beaucoup plus facilement. Mallory, aux yeux de certains, ça pourrait paraître atypique que des chasseurs s'occupent de biodiversité. Comment ils réagissent ? En fait, de travailler avec toutes ces associations, notamment les associations naturalistes, mais avec la DDT et la DREAL, amène un regard différent sur la chasse. Et là, en fait, ils se rendent compte que même les fédérations des chasseurs peuvent être un atout pour la biodiversité et donc peuvent restaurer des zones humides. Donc, on arrive aussi, avec ce projet, à mettre en avant, en fait, le côté gestionnaire de nos chasseurs. Si on n'avait pas nos chasseurs qui entretenaient nos zones humides, les zones humides, comme vous savez, sont vouées à se refermer, à se reboiser et donc à perdre une certaine biodiversité. Alors Mallory, moi les chasseurs de gibier d'eau, je les connais bien. Ils n'étaient pas un peu craintifs de voir arriver de nouveaux partenaires sur leur mare qui n'étaient pas forcément pro-chasse ? Donc je vais être honnête, au départ quand on a mis en place ce projet, nos chasseurs étaient un peu frileux, ils se demandaient quoi faire, pourquoi on voulait travailler sur leur mare, parce que je vous laisse imaginer, là on fait des inventaires par exemple sur les libellules ou sur les amphibiens. Donc quand on disait à nos chasseurs, bon on va venir avec notre petit filet voir les libellules, ils ne comprenaient pas. Ils avaient la peur par exemple, si on trouvait une espèce protégée, on allait leur interdire de chasser. Alors que c'est ce qu'on leur a expliqué, pas du tout. L'intérêt c'est vraiment de mettre en avant leur rôle de gestionnaire. Et c'est ça qu'ils apprécient, c'est qu'on les met en avant. Tous les chasseurs font ce travail bénévolement. Les personnes annexes, les personnes qui ne connaissent pas la chasse, ne voient pas ça. Donc en fait, on les met en avant par rapport à ça. Et ils sont contents quand on vient les voir, qu'on leur dit bah, vous avez telle espèce protégée, telle espèce protégée. Ils deviennent aussi curieux. Et on a beaucoup de chasseurs qui, une fois qu'on a travaillé avec eux, nous renvoient des photos, des messages pour nous dire ah bah, on a vu telle espèce ou telle espèce. Donc voilà, ils sont vraiment contents et c'est aussi l'intérêt de travailler tous ensemble. En fonction de l'entretien qu'ils avaient mis en place, de nos inventaires et donc du plan de gestion qu'on rédige, on les guide dans une nouvelle gestion si celle-ci n'est pas adéquate. Ils ne veulent pas mal faire. Donc quand on leur dit que par exemple la fauche en début juin n'est pas forcément bonne et qu'il faut la repousser, notamment ici en moyenne vallée de l'Oise, on a le râle des genêts qui est une espèce patrimoniale. Ce qui est intéressant pour lui, c'est une fauche tardive. Donc on leur explique, l'intérêt de cette fauche tardive et en général, ils l'acceptent et ils le font. On arrive à modifier des gestions avec les différents chasseurs. Est-ce que c'était difficile de faire travailler ces deux mondes un peu différents ?
Honnêtement, ça s'est fait assez naturellement parce que nous sommes allés les voir et on a discuté avec eux. C'est la fédération des chasseurs qui allait voir chaque partenaire au début du projet pour leur expliquer l'intérêt du projet et l'intérêt de travailler ensemble. Au départ, oui, on a dû aller voir chaque partenaire, leur expliquer, prouver le travail qu'on fait aussi. Et c'est grâce à ce travail technique précis qu'on a eu ces différents partenaires qui se sont étoffés en fait au fur et à mesure des années quand ça a été prouvé que notre travail était bien fait. Alors votre démarche, elle est hyper intéressante. Est-ce que tu penses que cette expérience, elle pourrait être régionalisée? Totalement, en fait, là, on voit avec le département de l'Oise que ça se passe bien et qu'on continue là. Notre projet Oiseau, en fait, au départ, était basé uniquement en Moyenne-Vallée de l'Oise et au fur et à mesure des années, c'est développé au Pays de Bray, la Haute-Vallée du Terrain, maintenant au Marais du Lys. Donc voilà, on a une expansion du projet et pourquoi pas continuer en dehors du département. Le but vraiment, c'est de travailler tous ensemble, les différents acteurs des milieux naturels, de la biodiversité, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc si ça a pu se faire dans l'Oise, ça peut totalement se faire dans les autres départements. Et au contraire, je l'encourage. Merci Mallory pour ce message très positif pour conclure ce voyage à travers les zones humides des Hauts-de-France. Je te dis à très bientôt. Merci à toi David. Comme vous avez pu le découvrir à travers ce reportage, les chasseurs œuvrent au quotidien pour la biodiversité, à travers leur fédération, mais également bénévolement. Je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour découvrir l'ensemble de nos activités. Je vous dis à très bientôt sur les territoires des Hauts-de-France.